Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais partager les, euh, les souvenirs de la campagne nommée Restitution, un cas d'école, j'ai envie de dire, sur le positionnement de la diaspora et en tout cas de la diaspora associative sur cette thématique de la restitution. Donc, je m'appelle Mireille Thioisy-Robert et je suis notamment présidente de FEMIA et auteure. Je suis aussi guide décoloniale et formatrice. J'ai notamment travaillé sur certains dossiers dits décoloniaux comme le rapatriement des restes humains liés à Patrice Emery Lumumba, mais aussi la mise en place du Square Lumumba à Bruxelles. Je travaille aussi sur la question du racisme que vivent les Congolais et les Africains et les Africaines de manière plus générale en Belgique. Et je suis à l'initiative de la campagne pour la restitution des biens culturels africains. Alors, ça peut paraître un peu prétentieux de dire je suis à l'initiative de cette campagne, mais peut-être qu'avec le développement, vous comprendrez pourquoi ce n'est pas de la prétention, mais juste de l'histoire récente. Alors, parmi les livres que j'ai écrits, vous en avez trois ici à l'image, Racisme anti-noir entre méconnaissance et mépris, et d'autres livres collectifs, notamment sur le folklore et la place des afrodescendants ou des Africains dans les folklores. J'ai reçu plusieurs récompenses ou remerciements par rapport à mon activisme, notamment d'avoir été repris dans le classement RFI ou encore d'avoir été nommée femme de l'année en 2019 par la télévision nationale francophone belge. Donc, FEMIA est une association de femmes qui défendent le bien-être, la mémoire et la dignité des Africains, mais aussi de ce qu'on appelle les afro-descendants qui vivent en Occident et en Belgique en particulier. Nous travaillons sur plein de dossiers différents et nous faisons aussi bien du plaidoyer politique et médiatique que de l'accompagnement et de la formation. Alors, pour la campagne, la sensibilisation autour de la question de la restitution, la situation de départ, c'était un blocage, la difficulté de parler de ces thématiques-là avec les pouvoirs de l'époque. Et donc, il fallait trouver une stratégie pour parvenir à traiter ce dossier. Donc, la période dont je parle, c'est la période 2017-2022. Donc, ça, c'est un petit peu la période de la campagne. Mais la réflexion a plutôt commencé fin 2015 avec des consultations auprès de différentes communautés, telles que la communauté juive de Belgique, qui a déjà eu à gérer des dossiers de demande de restitution, notamment financière, par rapport à la Seconde Guerre mondiale et aux victimes de la Shoah, entre parenthèses de l'Holocauste, des Juifs. Et donc, c'était un petit peu pour échanger, voir un petit peu quelles ont été leurs méthodes, aussi bien sur le plan éducatif que sur le plan politique. Et donc, l'objectif de toute cette campagne que nous avons décidé de mettre en place au sein de FEMIA, qui s'appelait à l'époque BAMCO, c'était d'avoir un changement législatif, puisque les, 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 les biens, comme on les appelle, parfois les œuvres africaines, étaient inaliénables de la propriété de l'État. Et donc, il fallait arriver à faire exploser cette inaliénabilité. Donc, un changement législatif, premier point. Ensuite, il fallait tout simplement ouvrir le débat public sur la question des musées
que ce soit dans les musées eux-mêmes, dans les médias, dans les associations, dans la société civile. Et ce n'était pas une mince affaire, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de restitution, mais à l'époque, le mot n'était même pas connu. Personne ne savait dire, pas grand monde en tout cas ne savait dire à quoi on faisait référence quand on utilisait le terme restitution. Donc, il était important pour nous de démocratiser d'abord ce terme-là. Ensuite, comme objectif, j'ai envie de dire, corollaire, pour ne pas dire un petit peu secondaire, c'était d'encourager la recherche scientifique à travailler sur cette thématique, de trouver les relais de suivi par rapport, de suivi juridique, par exemple, par rapport à ce dossier, puisque nous ne faisons que de l'activisme, nous n'allons pas faire des recherches, même si parfois on écrit un petit peu, mais nous n'allons pas non plus faire du travail juridique. Donc, il fallait aussi inciter et trouver des relais. Et l'un des objectifs qui pour moi n'est pas mineur, c'est d'activer l'agentivité afrodescendant, c'est-à-dire ne pas subir, mais agir comme une ambassade de la dignité de l'Afrique, puisqu'on est ici. Qu'est-ce qui peut être notre mission diasporique? Comment nous pouvons l'accomplir? Comment nous pouvons la matérialiser, la saisir et faire avoir des effets concrets. Et la démarche même de militance, c'est une résistance importante à réaliser par soi-même parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Et pour nous, c'était un travail d'émancipation que de par nous-mêmes parvenir à mettre des mots et à démocratiser la thématique de la restitution. Alors, on n'avait pas d'équipe, donc j'ai conçu cette campagne seule après avoir consulté des associations juives, dont le CJ en particulier. J'ai aussi contacté un certain Louis Georgetin qui a mené cette campagne en France, qui a abouti au positionnement du président Macron et à la nomination de chercheurs pour ce dossier. Et donc, c'est notamment ces deux inspirations-là. Françoise Vergès aussi, qui est une autrice française que vous voyez ici sur la première photo. Les réflexions et positionnements aussi de l'avocat, le maître Christophe Marchand, ont beaucoup servi à notre réflexion, comme ceux de Martin van der Elst, qui est un chercheur belge, et d'autres des compagnons de lutte, Anouet Simpoma ou encore Jia Abrassar. De manière générale, les autres associations ne voulaient pas s'embarquer dans ce combat parce qu'ils estimaient qu'il était perdu d'avance, que c'est un combat que l'on ne pouvait pas gagner et que bon, ça ne servait tout simplement à rien. Donc, on a été longtemps seuls sur ce dossier. Heureusement, quelques années plus tard, beaucoup ont rejoint. Et aujourd'hui, c'est devenu un sujet, une thématique assez mainstream. Alors, comme activité, puisqu'on était seul, comme je le disais, il fallait vraiment réussir à en faire une émulation collective. Donc, on a mis en place des conférences. On en a fait 49 en 2 ans, ce qui est beaucoup pour une petite association comme la nôtre. On a organisé un sit-in devant le musée avec l'association Change, ASBL notamment. On a fait 183 visites guidées décoloniales en 5 ans, que ce soit dans le musée, mais surtout aussi en dehors du musée, dans l'espace public. Vous le voyez ici avec un autre partenaire en dessous, Bakushinta ASBL. Donc, l'objectif opérationnel à ce moment-là, c'était de démocratiser le sujet. Vous voyez ici d'ailleurs une conférence qu'on a tenue un peu plus tard à l'Africa Museum. Et c'était un petit peu le paradoxe avec l'Africa Museum, puisque nous demandions la restitution, chose qui n'était pas encore acquise à l'époque et assez critiquée aussi à l'époque à l'Africa Museum. Et donc, il fallait
parvenir à manier le chèvre et le chou, euh, la chèvre et le chou, ou la chèvre et le pondou, ça dépend. Alors, la stratégie a été grandement médiatique. Nous savons, avec l'histoire et par exemple la perte du Congo par Léopold II, que en matière de colonialité, on a plus d'impact dans le discours et dans le plaidoyer en Belgique lorsque on s'adresse aux médias, d'une part, et qu'on s'adresse à l'international d'autre part. Et donc l'alliance des deux fait que nous avons dû passer dans beaucoup de médias internationaux tels que BBC News, ou vous le voyez ici à l'image, TV5 Monde, et j'étais le visage de cette campagne pour avoir une traçabilité et que les gens puissent reconnaître facilement cette campagne-là. Donc, ça a été environ 200 interviews et participations à des débats télévisés sur une période de 2 ans. Comme c'était intense, on ne l'a pas étendu sur toute la période de la campagne. Surtout qu'il y avait pas mal de difficultés, beaucoup de menaces de mort, beaucoup de stigmatisation aussi. Donc, des difficultés après, par exemple, à trouver un emploi parce que on vous a vu à la télé critiquer la Belgique sur la question du patrimoine. Donc, c'était une période assez intense. Et dans ce contexte, il y a aussi des militants qui ont décidé de, 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 de bouger les choses en remettant en question l'espace public colonial belge, c'est-à-dire les statuts de Léopold II ou de militaires, généraux, personnages qui représentent la colonisation parce que c'était leur époque et qui ont fait preuve de violence, des statues, des bustes, mais aussi la toponymie coloniale, hein, le nom des rues, des places et des lieux divers et variés. Tout cela a été remis en question par des activistes qui ont décidé de déboulonner des statues, de mettre de la peinture rouge, etc. Euh, Cela a participé à créer et maintenir un débat quasi national sur différents sujets concernant la colonisation, dont la restitution. Et donc, une autre étape qu'on a mis en place, mais qui n'était qu'une stratégie, parce que vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc, on a organisé un colloque au Parlement francophone bruxellois en 2018. Donc, la campagne était plus ou moins à ses débuts, euh, avec pour objectif opérationnel créer un précédent officiel avec une résolution parlementaire, parce que il n'y avait aucune prémisse juridique qui nous permettait de prétendre à la restitution. Donc, il fallait créer cette prémisse ou cette faille. L'obstacle, et non des moindres, c'est que le Parlement francophone bruxellois n'est pas du tout compétent pour ces affaires-là. Elle est compétente pour les affaires culturelles notamment, mais pas du tout pour ces affaires qui sont fédérales. Mais néanmoins, on a quand même travaillé avec notamment la présidente du Parlement de l'époque qui s'appelle Madame Julie de Groot. Vous voyez ici sur la photo en haut à droite, on est en présence aussi de Sarah Demar, qui est une chercheuse, et je reviendrai sur son travail dans quelques instants, et Louis Georgetin, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était venu pour l'occasion pour partager son point de vue et le travail qui avait été mené en France et qui a donné lieu donc à des restitutions. Et donc la résolution parlementaire a été votée à l'unanimité des partis en mars 2019, et ce texte conseillait le fédéral et les autres niveaux de pouvoir de prendre à bras-le-corps le sujet et notamment de faire voter une loi qui permettait la restitution non seulement du patrimoine, mais aussi euh, des, euh, des restes humains. Alors,
Bien sûr, en 2022, cette loi a été est passée, donc une loi compétente à ce moment-là. Mais le souci dans cette loi, c'est que on a tout de suite exclu la question des restes humains parce que nous, on avait présenté trois points: le patrimoine, les restes humains et les archives, dont des cartes généalogiques. Euh, Malheureusement, seul le patrimoine a été reconnu. Et depuis la votation de cette loi en 2022, on est fin 2025, donc c'est presque 3 ans. Eh bien, il n'y a pas encore eu, à ce que je sache, une réelle restitution. Jusqu'à présent, il y a eu un prêt, je pense, hein. Malheur à celle par qui le scandale arrive, point d'interrogation. Ceci fait référence à une réflexion par la diaspora, parce que parmi les personnes qui se lèvent pour mettre sur la table médiatique et politique certains sujets d'origine coloniale, eh bien, il y a surtout et avant tout des femmes, de nombreuses femmes euh, qui s'adonnent à ces activités militantes. Mais elles subissent une quintuple stigmatisation, donc elles se sentent un petit peu sacrifiées. Déjà, du fait d'être femmes, fait que leurs combats et leurs victoires sont présentés comme étant celles d'hommes, hein. Du fait d'être noires, c'est-à-dire aussi que au moment où on passe aux choses sérieuses, où on veut écrire les textes, etc., on nous exclut la plupart du temps. Le fait d'être activiste est mal vu. Quand on est chercheur, c'est bien vu. Quand on est journaliste, c'est bien vu. Lorsqu'on est anthropologue, etc., c'est bien vu. Mais lorsqu'on est activiste, c'est tout de suite très, très mal connoté, même si ce sont des activistes qui, sur le dossier de la restitution, ont fait avancer les choses, en tout cas au début, ont donné une impulsion au moment où personne n'en parlait, mais après coup, elles sont directement stigmatisées. Je suis considérée comme étant une radicale, alors que les personnes qui me considèrent comme radicale sont celles qui sont payées par des budgets pour la restitution parce que j'ai lancé cette campagne de restitution. Donc, c'est un paradoxe. Être de la diaspora est aussi un problème. À plusieurs moments, on nous a dit, voilà, soit vous êtes né en Belgique, vous n'êtes pas des vrais Africains, vous ne parlez pas bien le Lingala ou vous ne parlez pas le Lingala, vous n'êtes pas des vrais Africains, vous ne connaissez pas les rues de Kinshasa, vous n'avez jamais été peut-être au Congo, vous n'êtes pas des vrais Africains. Donc la diaspora est dépréciée, surtout que parmi ces femmes, hein, pardon, il y a des jeunes qui n'ont pas encore eu l'occasion de se connecter à leur pays d'origine et donc cela est utilisé pour les disqualifier. Euh, cette diaspora se sent aussi hein, sacrifiée parce que elle se visibilise pour des combats, pour des luttes, et lorsqu'il faut parler avec quelqu'un, lorsqu'il faut aller à la table des négociations, on dit, ben nous, on préfère parler avec des vrais Africains. Donc, on va aller au Congo pour faire le travail, nous exclure, ou alors faire venir ici des personnalités, souvent des artistes, pour réaliser les projets. Et ben, nous, on n'existe plus à partir de là. Et on trouve ça vraiment dommage parce qu'on pense que ce serait une force que d'être ensemble autour de la table. Et enfin, la classe sociale, hein, c'est que nous souffrons pas mal dans la diaspora de discrimination à l'embauche. On a des difficultés à trouver du travail, surtout à la hauteur de nos compétences. Et il est dès lors plus difficile pour nous d'être dans les classes sociales supérieures desquelles sont issus les responsables d'institutions et là où se prennent les décisions dans leurs réseaux et cercles sociaux, ou alors de voyager
pour aller souvent au Congo et avoir cette connexion avec les vrais Africains, comme ils disent, et pouvoir créer les stratégies ensemble et se légitimer mutuellement. Pendant tout le processus de notre campagne, nous avons été suivis par une sociologue qui s'appelle donc Sarah Demar, que vous avez vu en photo tout à l'heure et qui vient de sortir son dernier livre en date, Fiction post-raciale belge, antiracisme afrodescendant, féminisme et aspiration décoloniale. En particulier, elle avait aussi écrit un article en anglais, je pense qu'il y a une version en français, où elle parle de plusieurs choses et notamment de l'activisme des femmes face aux institutions muséales et en particulier euh, le MRAC, donc l'Africa Museum. Et donc elle avait suivi notre travail et elle a fait, j'ai envie de dire, un résumé, elle a relaté cette campagne et qui reste un peu le témoignage écrit de ce qui s'est réellement passé, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire, c'est mal vu de dire que nous avons créé cette campagne, nous avons mis sur la table ce sujet qui, dès les indépendances, a connu une militance, un activisme pour le retour à toutes les périodes de notre histoire. On a réclamé le retour de ces pièces. Et donc, dans notre contemporanéité, nous avons décidé de remettre ce sujet sur la place. Et, euh, et c'est d'autant plus important parce que nous en subissons des conséquences. Par exemple, on nous retire des budgets, on nous empêche d'avoir des emplois en disant vous détestez la Belgique, comme je l'ai dit tout à l'heure, etc., etc. Et les budgets qui sont votés pour travailler sur la restitution ne sont pas à destination de la diaspora, sont à destination des partenaires congolais au Congo. C'est très bien, mais nous estimons que puisque nous lançons ces débats-là, ça veut certainement dire que nous avons encore des choses à dire là-dessus. D'autant plus qu'il y a d'autres combats qui nous attendent. Euh, Nous avons dernièrement, à l'initiative de Letty Babin de Afrique Hope ASBL, suivi son initiative pour participer le 24 novembre, donc c'est encore tout frais, un hommage et reconnaissance des restes humains congolais au Musée des sciences naturelles à Bruxelles, ici en Belgique. Et donc on a sorti des centaines de crânes issus de la colonisation et on a pu déjà les repérer visuellement et leur rendre hommage. Et ça fait partie de nos prochaines étapes. Donc déjà, la restitution effective du patrimoine, parce que jusqu'à présent, cette restitution n'est pas encore faite. On nous a longtemps rétorqué que les Congolais ne sont pas capables de conserver ces pièces, ce qui nous étonne fortement parce que bon, ces pièces étaient là depuis des siècles avant l'arrivée des Belges et d'autant plus que la coopération fait qu'on a formé, on dit qu'on a formé des muséologues et autres corps de métier pour pouvoir les conserver. Donc on ne comprend pas qu'on nous ait dit et qu'on continue à chuchoter encore que les Congolais ne seraient pas capables de garder ces œuvres. Je pense que c'est un défi que le Congo peut certainement relever, même si ça nécessite une certaine préparation, surtout en contexte où notre pays est attaqué. Alors, nous pensons que il faut aussi travailler sur la déstigmatisation des cultures traditionnelles parce que c'est bien beau de restituer ces objets, mais si elles arrivent dans un terreau social congolais qui se dit c'est de la sorcellerie, c'est des choses mauvaises, eh bien, je pense qu'on a un petit peu raté le rendez-vous avec l'histoire et qu'il faudrait travailler à
démystifier les cultures, voire même les religions traditionnelles, pour que les gens cessent d'en avoir peur et de penser que c'est uniquement de la sorcellerie. On peut avoir un musée avec les objets restitués, mais personne qui vient dedans. Ça peut arriver. Donc, c'est un travail à faire, une réflexion à avoir, quitte à se demander si le musée est la meilleure forme pour le Congo. Ensuite, la question de la législation sur les restes humains et puis peut-être aussi sur les archives, d'avoir des, une base juridique qui permette leur restitution, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc nous luttons et nous plaidons pour avoir une loi pour la restitution des restes humains coloniaux et que ceux-ci puissent aussi faire l'objet autant que possible de recherche de provenance, comme on dit. Je vous remercie de votre attention.